Bienvenue à Nuit criminelle. Ce soir, nous suivons un esprit brillant dans un mystère connu sous le nom de la mort au jardin du recteur. Un corps découvert parmi le lierre laisse entrevoir des secrets longtemps enfouis. Qui aurait pu vouloir faire taire le recteur? Dites-ce-nous, d'où nous rejoignez-vous ce soir? Servez-vous une boisson chaude, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. C'était l'un de ces après-midi tranquilles à St. Mary Mead, où même les moineaux semblaient s'être mis au repos. L'air était calme, l'horloge de l'église indiquait 3h30, et un léger bourdonnement d'abeilles provenait du jardin du recteur, derrière la haie d'ifs. Depuis sa fenêtre de Old Vicarage Lane, Mademoiselle Marple pouvait voir le bonnet blanc de Madame Price Ridley se balancer avec un rythme agité parmi les roses trémières. Une paix banale et plutôt suffisante régnait sur le village comme un linge de lin soigneusement repassé. Mais c'était le genre de paix qui tremblait un peu avant la tempête. Car alors même que Mademoiselle Marple tournait son délicat crochet, une voix s'éleva du chemin du presbytère, celle de Madame Clement, agitée, criant quelque chose à propos du garçon, à propos de la découverte derrière le parterre de lilas. Il y eut le crissement précipité du gravier, une pause, puis ce silence propre aux jardins anglais, lorsque les gens sont trop choqués pour parler. La main de Mademoiselle Marple s'immobilisa sur son fil. Elle vit le jeune vicaire pâle et maladroit, Monsieur Latimer, se précipiter depuis la porte du presbytère, suivi de la femme de chambre qui serrait son tablier, comme s'il s'agissait d'un talisman. Le recteur lui-même apparut en dernier, grave et lent, l'angle de ses épaules trahissant son inquiétude. Quelque chose avait été trouvé dans le jardin, quelque chose qui nécessitait la présence d'un homme d'église pour calmer la situation. En moins d'une heure, la tranquillité de St. Mary Mead fut rompue comme une lanterne en papier. La nouvelle se répandit plus vite que le courrier. Le garçon jardinier, le jeune Tom Pollard, était tombé sur un corps, ou quelque chose qui y ressemblait, sous le magnolia près du mur du cimetière. Personne ne savait à qui il appartenait, ni comment, mais à l'heure du thé, tous les salons étaient remplis de conjectures. Au Blue Boar, M. Petterick, l'avocat, déclara que ce devait être le clochard qui avait été vu en train de mendier près d'East Down, chez le drapier. Mademoiselle Hartnell affirmait qu'il s'agissait plutôt du locataire du recteur, qui avait l'air de quelqu'un de louche. Madame Price Ridley, encore tout émue par sa découverte, avait dit à Madame Bantry qu'il était enveloppé dans un sac de jardinier et semblait être là depuis un certain temps. Elle en aurait dit davantage si le policier n'était pas passé devant la porte du magasin. À 6h, la voiture de l'inspecteur Slack avait fait irruption dans la ruelle, dispersant les poules et les spéculations. Son arrivée avait donné du poids à l'affaire, et le village avait transformé sa curiosité en une attitude morale. Les dames exprimèrent leur consternation, mais étaient secrètement ravies. Les hommes, le visage sombre au pub, parlaient d'affaires désagréables et d'étrangers apportant des ennuis. On dit aux enfants de ne pas s'approcher du chemin menant au presbytère, ce qui les incita naturellement à se rassembler par groupes de 3 ou 4 près de la clôture. Mademoiselle Marple sortit juste avant le crépuscule. Elle ne se pressait pas, elle ne se pressait jamais. L'air était chaud, légèrement parfumé par les roses du recteur, et le bourdonnement des mouches flottait au-dessus des haies. À la porte, elle rencontra M. Latimer, qui semblait avoir passé toute sa courte vie à faire des courses. « Oh, mademoiselle Marple, dit-il en s'essuyant le front, c'est une chose horrible, vraiment horrible. La police interroge tout le monde. La pauvre madame Clement est complètement bouleversée. Ils disent que c'est un homme, mais Dieu seul sait qui. » Mademoiselle Marple le regarda de ses doux yeux bleus. C'est ce que j'ai compris. De telles découvertes ne sont jamais agréables, surtout lorsqu'elles sont faites parmi les magnolias. Ce sont des plantes sensibles. Vous savez, elles se souviennent du gel. Le vicaire cligna des yeux. Incertain. Oui, tout à fait. L'inspecteur semblait très perplexe.
Il y avait quelque chose de curieux dans cette affaire, dit-il. Mais je suis sûr que ce n'est pas à moi de... Non, en effet, dit mademoiselle Marple doucement. Vous ne devez pas vous préoccuper de ces choses-là. J'imagine que le recteur aura besoin de votre calme. Une fois qu'il se fut éloigné précipitamment, elle continua vers le mur du cimetière. Le policier de service, le jeune Reed, avec plus de zèle que de discrétion, toucha sa casquette. « Bonsoir, mademoiselle Marple. Il vaut mieux ne pas vous approcher trop près, s'il vous plaît. L'inspecteur n'aime pas les curieux. »« Les curieux » répéta doucement mademoiselle Marple. « À St. Mary Mead. » Mon cher Reed, nous sommes tous des témoins oculaires ici, d'une manière ou d'une autre. Le policier rougit, ne sachant pas s'il avait été réprimandé ou s'il avait simplement cité les Écritures. Il s'écarta et elle jeta un coup d'œil à travers la haie. Une lanterne était suspendue au pommier du recteur et sous sa lumière vacillante, 2 hommes étaient agenouillés près d'une forme recouverte d'une toile de jute. L'inspecteur Slack se tenait à côté d'eux, un carnet à la main, le front plissé par la concentration plutôt que par la compassion. Le bruit de son crayon sur le papier était le seul mouvement dans l'air lourd de la soirée. Ce que mademoiselle Marple remarqua et que personne d'autre n'aurait remarqué, c'était le chapeau. Un panama de paille, trop raffiné pour un ouvrier et trop récent pour avoir reposé longtemps dans le sol. Il avait roulé contre le mur du jardin, son bord enfoncé dans la terre où brillait un escargot. Elle enregistra cela dans son esprit tranquille, à côté de l'étrange immobilité de la femme du recteur et du tremblement des lilas qui auraient dû être immobiles. Lorsqu'elle rentra chez elle, le village avait déjà choisi son récit. Un vagabond, un vol, une fin tragique. Mais mademoiselle Marple, assise à la lumière de sa lampe, son ouvrage de crochet inachevé sur les genoux, se trouvait troublée par quelque chose de plus insignifiant. Pas par le corps, après tout. La mort était depuis longtemps une connaissance indésirable, mais par le ton du premier cri de madame Clement, qui n'était pas de terreur, mais de reconnaissance. Dehors, la cloche de l'église sonna 7 coups. Le son résonna plus longtemps que d'habitude, comme s'il hésitait à s'arrêter. Le son de la cloche s'était à peine évanoui que les premiers coups frappèrent à la porte. Rapide, apologétique, et plus une question qu'une sommation. Mademoiselle Marple se leva, mettant de côté son ouvrage au crochet avec la même précision qu'elle réservait au dernier point d'une aiguille. Sur le pas de sa porte se tenait madame Clement, le chapeau de travers, les gants dépareillés, les yeux écarquillés avec l'urgence hébétée de quelqu'un qui a trébuché dans un cauchemar et s'attend à moitié à être réprimandé pour cela. « Oh, mademoiselle Marple, je ne sais pas quoi faire. Le recteur dit que je ne dois pas, mais je me suis dit que vous sembliez toujours comprendre le sens des choses. C'est horrible, horrible. Asseyez-vous, ma chère, dit mademoiselle Marple en la faisant entrer dans le petit salon qui sentait légèrement la lavande et la poussière de charbon. Une tasse de thé a déjà sauvé de nombreuses âmes chrétiennes du désespoir. Madame Clement joignit les mains. Ils l'ont emmené ou ça dans la remise pour la nuit. L'inspecteur Slack a dit de ne plus rien déplacer avant demain matin. Mais le recteur est complètement bouleversé. Il insiste pour dire que c'est l'affaire du jardinier, mais j'ai vu son visage quand ils ont soulevé le sac. Il savait quelque chose. Mademoiselle Marple versa le thé avec une grâce tranquille. Les hommes qui passent leur vie à parler de résurrection acceptent rarement de bonne grâce qu'elles se produisent littéralement dans leur jardin. La femme du recteur eut un faible rire, puis frissonna. « Je ne vois pas comment cela a pu arriver là. À moins que... Mais non, c'est impossible. À moins que quoi ?» Le ton de mademoiselle Marple était doux, mais son regard ne vacillait pas. Madame Clement hésita. Eh bien, il y avait ce monsieur Denham, celui qui était venu pour les réparations du toit de l'église. Un homme si poli, très compétent, mais le jardinier a dit qu'il l'avait vu près du Magnolia la semaine dernière, après la tombée de la nuit. J'en ai parlé au recteur,
Mais il m'a dit que je ne devais pas colporter de ragots. Et maintenant, elle pressait son mouchoir contre sa bouche. Cela semble méchant, n'est-ce pas? Ce n'est pas méchant, ma chère, dit gentiment mademoiselle Marple. C'est simplement humain. Nous aimons tellement penser du bien des gens agréables que nous retardons souvent notre sagesse jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une pluie fine avait commencé à tomber dehors, son murmure se mêlant au grincement de la vieille horloge. Mademoiselle Marple se servit une tasse et laissa la vapeur s'élever entre elles comme un rideau. Elle savait que le rythme des confessions commence par des détails sans importance, tourne autour de la vérité, puis se réfugie dans des excuses. C'était toujours la même chose, qu'il s'agisse d'une femme de chambre ou de la femme d'un évêque. Madame Clément reprit la parole, d'une voix basse. Il n'y avait pas que M. Denham. Il y avait en fait une autre lettre. La postière en a parlé ce matin. Elle était adressée au recteur, écrite de la main d'une femme, mais marquée « personnelle ». Elle a disparu maintenant, et il ne veut rien dire à ce sujet. Mademoiselle Marple baissa les yeux vers sa tasse de thé, observant le reflet de la pluie trembler à la surface. C'est dommage quand les lettres se perdent. Elles renferment des souvenirs si gênants. Dehors, une charrette passa en cliquetant, en route vers le Blue Boar. Deux voix échangèrent des salutations dans ce ton particulier au village, qui fait passer la politesse pour de la surveillance. Madame Clément jeta un coup d'œil vers la fenêtre et baissa encore la voix. « Je n'aurais pas dû venir. Si l'inspecteur savait que je vous ai parlé. Ma chère, les inspecteurs sont des hommes de fait. Je ne suis qu'une femme d'impression. Vous pouvez ne me dire absolument rien, et j'en penserai d'autant mieux de vous. » Madame Clément se leva, tremblant encore. Je voulais seulement que quelqu'un me dise que ce n'était pas mon imagination, que quelque chose n'allait pas, avant même qu'il ne le trouve. Le jardin était étrange ces derniers jours. Les oiseaux, vous savez, avaient cessé de chanter près du mur. Une fois Madame Clément partie, Mademoiselle Marple resta un moment dans le silence, écoutant la pluie s'accumuler dans les gouttières. Puis elle prit son châle et traversa la véranda arrière. Le jardin derrière sa haie brillait faiblement sous la lumière des lampadaires, ordinaire, domestique et légèrement réprobateur, comme s'il ressentait du ressentiment face à toute cette intrusion humaine. Elle se souvint des paroles de Madame Clément lorsque les oiseaux avaient cessé de chanter. C'était, pensa-t-elle, la version naturelle des commérages, subtile, sélective et jamais trompeuse. Le défunt avait perturbé plus que la terre. Une ombre bougea derrière le portail. Le jeune agent Reed apparut, son parapluie dégoulinant, l'air penaud. « Excusez-moi, mademoiselle Marple. L'inspecteur m'a demandé de rappeler aux gens de rester chez eux. Nous ne voulons pas que quelqu'un se promène dans le noir. »« C'est très sensé de sa part, » dit-elle en s'approchant. « Mais vous devez admettre, Reed, qu'à Sainte Mary Mead, la curiosité est moins un défaut qu'une occupation locale. » Il sourit malgré lui. « Oui, c'est vrai, et il y en a beaucoup ce soir. On dirait que la moitié de la paroisse a des affaires à régler au presbytère. Même la vieille Madame Bartlett s'est présentée, disant qu'elle venait chercher son livre de cantiques. » Mademoiselle Marple hocha la tête d'un air pensif. « Quelle diligence de sa part! L'a-t-elle retrouvée? » « Non, madame, elle ne l'a pas trouvée. Je suppose qu'elle ne cherchait pas des cantiques. » La remarque était si modérée que Reed mit un moment à comprendre qu'elle avait fait une plaisanterie. Lorsqu'il comprit, il rougit à nouveau et lui souhaita bonne nuit. Mademoiselle Marple referma la porte derrière lui et retourna s'asseoir. Son ouvrage de crochet était resté là où elle l'avait laissé, le petit cercle de dentelle inachevé. Elle le reprit, les doigts assurés, l'esprit ailleurs. Les motifs, pensa-t-elle, commençaient toujours par quelque chose de simple. Une seule boucle, une répétition innocente jusqu'à ce que l'on voie comment la répétition formait un dessin. La vie humaine était à peu près la même chose. De l'autre côté de la ruelle,
La lumière du bureau du presbytère restait allumée tard dans la nuit. À travers la dentelle de son rideau, elle pouvait distinguer la silhouette du recteur, penché sur son bureau. À un moment, il leva brusquement la tête, comme s'il tendait l'oreille, puis baissa précipitamment le store. Mademoiselle Marple mit son ouvrage de côté. La cloche avait cessé de sonner, mais dans son esprit, son écho persistait, incertain, inachevé, comme une question à laquelle personne n'osait encore répondre. La lumière de la lampe du bureau du presbytère s'éteignit aussi brusquement que si quelqu'un l'avait soufflé d'un geste de la main. Mademoiselle Marple resta un instant de plus à sa fenêtre, l'image rémanente de ce petit carré jaune flottant dans l'obscurité. Puis, avec un soupir discret, elle tira complètement le rideau et se prépara à se coucher. Mais le sommeil, lorsqu'il vint, ne fut pas paisible. Son esprit ne voyait pas de rêves, mais des motifs, des boucles de dentelle, des boucles de mensonges, les unes menant aux autres dans une symétrie parfaite et effrayante. Le matin, St. Mary Mead était déjà en effervescence. La nouvelle s'était répandue aussi efficacement que de la confiture au Women's Institute. Le jardin du recteur était désormais le théâtre des événements, le presbytère était sous la surveillance de la police et l'inspecteur Slack était convaincu que l'enquête progresserait rapidement. Mademoiselle Marple, qui observait depuis son portail, pouvait voir à quelle vitesse la certitude engendrait l'erreur. Les villageois se forgeaient des opinions plus vite que les roses ne s'épanouissaient. Monsieur Denham, l'architecte, était de retour. Sa voiture, élégante et inadaptée aux routes du village, était garée devant le mur du presbytère. Il discutait sérieusement avec l'inspecteur Slack, gesticulant avec un dessin enroulé. Son attitude suggérait quelqu'un offensé par un désagrément et non par l'horreur. Mademoiselle Marple le regarda retirer son chapeau avant d'entrer dans le bureau du recteur, courtois, maître de lui et très conscient d'être observé. Elle venait de se retourner pour aller chercher le courrier du matin lorsque Madame Price Ridley arriva, essoufflée et sans y avoir été invitée. « Ma chère Mademoiselle Marple, vous devez être au courant. Cela a été confirmé par un inconnu, selon l'inspecteur. Mais j'aimerais bien savoir comment un inconnu peut se procurer un Panama d'une telle qualité. Et Monsieur Denham, eh bien, croyez-moi, il n'y a rien de bon à attendre d'un homme qui complimente les veuves sur leur chrysanthème. » « En effet, » murmura Mademoiselle Marple, « c'est une façon inhabituelle d'entamer une conversation. » Madame Price Ridley baissa la voix. « Entre nous, j'ai toujours dit qu'il était trop lisse. Le recteur n'aurait jamais dû le laisser errer à sa guise. Et saviez-vous qu'il a été vu avec la postière la semaine dernière? Devant la cabine téléphonique. » Elle avait l'air très agitée. Mademoiselle Marple esquissa un petit sourire poli. « Mon Dieu, espérons que ce n'était qu'à cause du temps. » Sa visiteuse, déçue par sa réserve, partit à la recherche d'une compagnie plus animée. Une fois la porte refermée, Mademoiselle Marple se permit un léger soupir. À St. Mary Mead, toute certitude morale était un faux fuyant déguisé. Elle nota néanmoins le détail concernant la postière, la lettre marquée « personnelle » et la curieuse confiance de l'architecte. Il y avait, selon elle, quelque chose de théâtral dans une innocence trop rapidement affirmée. À midi, la patience de l'inspecteur envers la paroisse s'amenuisait visiblement. Il sortit du presbytère, le visage marqué par l'irritation, et faillit entrer en collision avec le vicaire. Leur échange, bref mais vif, se fit clairement entendre à travers la haie. « Vous avez dit que vous n'aviez vu personne près du jardin après la tombée de la nuit, » aboya Slack. « Maintenant, vous me dites que vous avez peut-être entendu quelqu'un bouger près du mur? Qu'en est-il, monsieur Latimer ?» Le vicaire bredouilla. « Je pensais seulement que c'était le recteur qui faisait sa promenade. Il prie parfois près du magnolia le soir. Il trouve son parfum apaisant. » Slack ricana. « Des prières dans le noir, c'est ça? Nous verrons ce que le recteur en dit.
Il s'éloigna à grands pas, laissant le jeune homme pâle et tremblant. Mademoiselle Marple regarda M. Latimer ajuster son col et jeter des regards autour de lui, comme si l'air même était devenu suspect. C'était un geste révélateur de la cousine cadette de la culpabilité, pensa-t-elle, la peur instinctive d'en avoir trop vu. Plus tard, dans l'après-midi, elle se rendit à la poste. Officiellement, c'était pour acheter des timbres, mais officieusement, c'était pour écouter. La postière, mademoiselle Briggs, était une petite femme vive qui semblait considérer l'efficacité comme une vertu. Pourtant, elle rougit visiblement lorsque mademoiselle Marple mentionna la lettre adressée au recteur. « Oh, cela !» dit mademoiselle Briggs en tripotant le grand livre. « Une affaire privée, j'imagine. Les ecclésiastiques reçoivent des lettres comme tout le monde. Confidentielles, vous comprenez ?»« Parfaitement, » dit mademoiselle Marple en mettant ses timbres dans sa poche. « Bien que j'ai parfois remarqué que les lettres les plus confidentielles sont rarement les plus édifiantes. » Mademoiselle Briggs leva brusquement les yeux. « Vous pensez qu'il y a quelque chose de répréhensible. » « Ma chère, je ne pense rien du tout. Penser est une occupation très fatigante, à moins d'avoir des preuves. » Dehors, mademoiselle Marple s'arrêta sous l'auvent. La pluie était revenue, légère comme un souffle, formant des ondulations sur les flaques d'eau. À travers la brume, elle vit la voiture de l'architecte s'éloigner du presbytère, ses roues projetant un délicat éventail d'eau sur les pavés. Derrière elle, le vicaire s'attardait sous un arbre, observant, le visage impassible. Les apparences, songea mademoiselle Marple, étaient des déguisements polis, mais parfois les masques s'ajustaient trop bien. De retour chez elle, elle trouva un mot glissé sous sa porte. L'écriture était inconnue, mais soignée. « Pourrais-je vous voir ce soir ? C'est urgent. RC, les initiales du recteur. » Elle retourna le papier dans sa main. L'encre avait légèrement bavé dans un coin, comme si le mot avait été écrit à la hâte. Cela ne ressemblait pas au recteur, dont les sermons étaient des modèles de sérénité. Dans son cas, l'urgence signifiait que quelque chose s'était déjà dénoué sous le calme apparent. À cette heure, elle partit. L'air était chargé de l'odeur de la terre humide. Des lanternes clignotaient à la porte où le policier montait une veille fatigué. À l'intérieur, le couloir du presbytère semblait plus sombre qu'auparavant, le sol poli ne reflétant que le mince faisceau de lumière provenant de la porte du bureau. Le recteur se tenait debout près de son bureau, les mains jointes. « J'ai bien peur d'avoir commis une erreur, mademoiselle Marple, » commença-t-il d'une voix tendue. « Une erreur grave. Je pense que la plupart des erreurs le sont, » répondit-elle doucement. « Elles sont rarement insignifiantes. » Il hésita, puis ouvrit un tiroir et en sortit un papier plié. « Cela m'a été remis la semaine dernière. J'avais espéré que ce ne serait rien. Mais maintenant, je ne peux plus le détruire, et je n'ose pas le montrer à l'inspecteur. » Elle le prit, jetant un coup d'œil à l'encre, légèrement maculée par la pluie. Les mots étaient peu nombreux, mais sans équivoque. « Vous répondrez de ce qui a été enterré sous le magnolia. » Quand elle leva les yeux, le visage du recteur était livide. « Je ne sais pas qui l'a envoyé, » murmura-t-il. « Mais je crains de savoir ce que cela signifie. » Mademoiselle Marple plia soigneusement le papier. « Alors peut-être, mon cher recteur, dit-elle doucement, est-il temps que quelqu'un d'autre le sache également ?» Une goutte de pluie frappa la vitre, aussi nette qu'un coup d'avertissement. Le recteur se tourna vers le bruit, et mademoiselle Marple, qui l'observait, pensa à quel point la conscience pouvait facilement imiter la peur, et à quel point il était rare que quelqu'un puisse faire la différence. La main du recteur resta posée sur le bord du bureau, si agrippant comme si le grain du bois pouvait le stabiliser. Mademoiselle Marple attendit, l'air plutôt attentif et poli qu'inquiète. Le silence s'éternisa jusqu'à ce que même la pluie semble se taire à la fenêtre. Finalement,
Le recteur prit une inspiration qui trembla légèrement lorsqu'il expira. « Vous voyez, mademoiselle Marple, dit-il, la lettre pourrait faire référence à quelque chose qui s'est passé avant mon arrivée ici. Il y avait des difficultés, les finances de la paroisse, un ancien legs. On disait que mon prédécesseur, le révérend Stroud, avait commis certaines irrégularités. Mais il y a aussi l'affaire du « il », s'interrompit, jetant un coup d'œil vers la porte fermée, comme si les mots eux-mêmes pouvaient faire apparaître des témoins. « Du jardin ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Le recteur lui lança un regard, puis détourna les yeux. « Oui, ma femme ne l'aime pas et prétend qu'il est oppressant. Mais il n'y a rien de sinistre dans les fleurs, n'est-ce pas ?»« Non, » acquiesça doucement mademoiselle Marple. « Seulement ce qui est enterré sous elle. » Il eut un regard surpris, puis réalisa qu'elle n'avait pas parlé avec accusation, mais seulement avec une douce ironie. L'horloge sur la cheminée tic-taquait entre eux, marquant leur prudence mutuelle. Avant qu'il n'ait pu répondre, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Madame Clement apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle à cause de la tension. « Henri, l'inspecteur est de retour. Il insiste pour vous parler immédiatement. » Slack entra avant qu'il ne soit annoncé, son manteau encore humide, le regard vif. « Bonsoir, madame. »« Bonsoir, recteur. Désolé de vous déranger, mais j'aimerais vous dire quelques mots, si vous le permettez. Nous avons identifié le défunt. » Le recteur se redressa. « Vraiment ? Il s'appelle Albert Finch. Ouvrier, anciennement d'East Down. Il faisait des petits boulots, a travaillé une saison sur le chemin de fer. Rien ne le relie à la paroisse ou à vous. » Son regard se posa sur mademoiselle Marple, la saluant sans déférence. Sauf qu'il avait dans sa poche un reçu de Denham & Co., architecte, daté d'il y a 2 semaines. Le recteur fronça les sourcils. « Denham ? Mais précisément, » dit Slack. « Notre monsieur Denham affirme ne l'avoir jamais employé. Comme c'est pratique, nous verrons ce que le commis de l'entreprise a à dire. » Madame Clement porta la main à sa gorge. « Inspecteur, vous ne pensez pas. » « Je pense que tout le monde dans ce village en sait plus qu'il ne le dit, » l'interrompit Slack. « Et si l'un d'entre vous se souvient de quelque chose concernant un homme étrange près de cette maison, j'attends que vous me le disiez directement. » Mademoiselle Marple plia lentement ses gants. « J'ose dire que les gens se souviennent de plus de choses qu'ils ne le pensent, inspecteur. Parfois, les souvenirs s'épanouissent assez tard, comme le magnolia. » Il lui lança un regard méfiant. « Et parfois, mademoiselle Marple, les souvenirs sont trop embellis. Nous verrons bien de quel cas il s'agit. » Une fois qu'il fut parti, le recteur s'effondra dans un fauteuil. Madame Clement se tenait derrière lui, les yeux rougis, le sang-froid fragile. Miss Marple, sentant qu'il n'y aurait plus de confidence cette nuit-là, s'excusa. L'air extérieur était frais et humide, et l'odeur de la terre mouillée s'élevait du cimetière. En rentrant chez elle, elle repensa au nom d'Albert Finch. Un ouvrier, un reçu, un chapeau Panama trop raffiné pour un travailleur manuel. Tout cela était trop parfait, comme une histoire racontée à un enfant pour apaiser ses craintes. Le lendemain matin, le village réagit avec une énergie renouvelée. Les théories se multipliaient plus vite que les faits. À l'épicerie, on disait que M. Finch était un maître chanteur à la poste, un déserteur. Au Blue Boar, quelqu'un jurait l'avoir vu dans la voiture de Denham quelques semaines auparavant. Et à travers tout cela, la maison du recteur devint l'objet d'un examen compatissant, la forme la plus dangereuse de commérage. Mademoiselle Marple rendit visite à mademoiselle Weatherby, l'organiste de longue date du recteur, officiellement pour lui rendre un livre de cantiques qu'elle lui avait emprunté. Mademoiselle Weatherby vivait dans un petit cottage, rempli de napperons en dentelle et de certitudes morales. « C'est une affaire terrible, » dit l'organiste en dépoussiérant le livre, bien qu'il fût impeccable.
Mais je ne peux pas dire que je sois surprise. Il y a un malaise autour du presbytère depuis des mois. Ce nouveau jardinier, par exemple. Il n'est pas du genre à vous regarder dans les yeux. Je ne savais pas qu'ils avaient un nouveau jardinier, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Pas officiel, remarquez. Un journalier venait de temps en temps. Le fils de mon cousin l'a vu porter des sacs par la porte latérale après la tombée de la nuit. Il a dit qu'il pensait que c'était du fumier. Mais le fumier ne porte généralement pas de bottes à clous. Mademoiselle Marple fronça légèrement les sourcils. Vraiment, comme il est observateur. La femme se pavana devant ce compliment. Nous ne sommes pas aveugles à St. Mary Mead, mademoiselle Marple. Les apparences peuvent être trompeuses, mais nous ne sommes pas tous dupes. En effet, dit mademoiselle Marple en se levant, les apparences sont le premier masque que la respectabilité apprend à porter. Elle partit avec l'image d'un homme transportant des sacs à travers la porte du jardin, le magnolia en étant le témoin silencieux. De retour chez elle, elle s'arrêta près de son propre parterre de fleurs, où la terre venait d'être retournée pour les plantations de la semaine dernière. Même la terre propre, songea-t-elle, a le don de se souvenir de ce qui l'a perturbée. Cet après-midi-là, l'inspecteur Slack se rendit à son cottage. Il était brusque et à bout de patience. « Vous avez l'œil pour remarquer les choses, mademoiselle Marple. Avez-vous vu ou entendu quelque chose qui vous a semblé étrange ? » Tout finit par avoir un sens, inspecteur. La difficulté réside dans le timing. Il ricana. « Eh bien, si votre timing s'améliore, faites-le moi savoir. Pour l'instant, j'ai une sorte d'aveu. Le fils du jardinier du recteur, le jeune Pollard, admet avoir vendu un chapeau la semaine dernière à un inconnu pour 1 shilling. Quel esprit d'initiative! Trop d'esprit d'initiative. La description correspond à celle du défunt. Tant pis pour les clochards qui n'ont pas d'argent. Mademoiselle Marple semblait pensive. Alors peut-être que le défunt n'était pas du tout un clochard, juste quelqu'un qui se contentait d'en avoir l'air. L'inspecteur la fixa du regard. « Vous pensez qu'il était déguisé ? Je pense, dit-elle doucement, que la respectabilité est un costume que les gens portent aussi facilement que des haillons. La question est de savoir qui l'a aidé à le choisir. » Slack fronça les sourcils, ne sachant pas si elle se moquait de lui ou si elle l'avertissait. Avant qu'il n'ait pu répondre, on frappa à la porte. Madame Clement se tenait là, pâle, agitée, un papier plié dans sa main tremblante. « J'ai trouvé ceci parmi les sermons de mon mari, » dit-elle faiblement. « Ce n'est pas son écriture. » Mademoiselle Marple prit la feuille. L'encre était décolorée, les bords friables. C'était une inscription dans le registre paroissial, vieille de plusieurs décennies, et sous les noms figurait une note écrite d'une autre main. Tombe déplacée, voire parcelle de jardin, mur sud. Pour la première fois, l'expression de mademoiselle Marple changea. Elle reconnut faiblement et froidement le dessin. Les yeux de mademoiselle Marple restèrent fixés sur l'écriture effacée, son pouce suivant doucement le bord friable du papier. Madame Clement se tenait dans l'embrasure de la porte, respirant par petites bouffées superficielles, comme si elle craignait que même l'air ne la trahisse. L'inspecteur se pencha vers elle, son impatience à peine dissimulée sous sa curiosité professionnelle. « Tombe déplacée, voire parcelle de jardin, mur sud », lut Slack à haute voix. « Et c'est exactement là que le corps a été retrouvé. Eh bien, c'est une coïncidence, s'il en est. » Mademoiselle Marple leva les yeux, d'un ton faussement doux. « Les coïncidences, inspecteur, sont comme les champignons après la pluie. Les champignons comestibles et les champignons vénéneux poussent côte à côte, et la plupart des gens ne savent jamais lesquels ils ont cueillis. » Madame Clement vacilla légèrement, s'agrippant au dossier d'une chaise. « J'ai dit à mon mari que le jardin était maudit, » murmura-t-elle. « Il m'a répondu que c'était absurde, que la terre oublie. Mais peut-être se souvient-elle ?» Slack plia le papier dans son carnet, griffonnant rapidement avec son crayon. « Nous allons demander les registres à la mairie. Si quelqu'un a déplacé une tombe, cela sera consigné.
Mais je doute que nous trouvions quoi que ce soit qui explique l'apparition d'un homme un demi-siècle plus tard. À moins, dit doucement mademoiselle Marple, qu'il soit venu chercher ce qui avait été laissé derrière. L'inspecteur lui lança un regard qui pouvait être de la suspicion ou un respect réticent. Vous avez toujours le don de rendre les choses plus sombres qu'elles ne le sont, mademoiselle Marple. Elle sourit faiblement. Je remarque simplement quand les gens essaient d'alléger ce qui n'aurait jamais dû être assombri. Slack partit peu après, ses bottes claquant sur le chemin, sa présence laissant derrière elle une légère odeur de laine mouillée et de scepticisme. Madame Clement s'attarda, tordant ses gants. Il ne comprendra pas, mademoiselle Marple. Henri avait de bonnes intentions, comme toujours. Mais il était différent ces derniers temps. Distrait. Il disait que c'était la pression du travail paroissial, mais je pense que c'était quelque chose de plus ancien. Quelque chose qu'il avait trouvé lorsque nous avions emménagé ici. Mademoiselle Marple la guida doucement vers la porte. Lorsque les hommes sont troublés par de vieilles affaires, ils l'admettent rarement à leurs femmes. Ce n'est pas de la fierté, à proprement parler, mais plutôt une sorte de propreté morale. Ils n'aiment pas que les autres voient où leur conscience s'est froissée. Madame Clement esquissa un sourire pâle. Vous donnez l'impression que c'est presque pardonnable. Les choses pardonnables mènent souvent à des conséquences impardonnables, dit gentiment mademoiselle Marple. C'est pourquoi il vaut mieux pratiquer le pardon tôt. Une fois la femme du recteur partie, mademoiselle Marple se mit à préparer le thé. Le sifflement doux de la bouilloire emplit le cottage, et elle trouva du réconfort dans ce petit rituel domestique consistant à faire bouillir de l'eau, à réchauffer la théière et à verser les feuilles à la cuillère. Le monde, songea-t-elle, essaie toujours de retrouver son équilibre, même lorsque la vérité refuse de s'y inscrire. Pourtant, quelque chose dans la note la troublait. Les déplacements de tombes n'étaient pas rares, mais ils n'étaient jamais enregistrés sans raison. Et la raison était ce que la plupart des gens craignaient de nommer. Alors qu'elle versait le thé, une ombre passa devant sa fenêtre. Un coup vif, presque joyeux, retentit à la porte. C'était M. Denham. « Bonjour, mademoiselle Marple », dit-il avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que je ne dérange pas. L'inspecteur m'a dit que vous aviez vu le recteur ce matin. Je me demandais si je pouvais vous importuner pour vous parler. »« Bien sûr, » dit-elle en lui indiquant une chaise. « Du sucre ? Non, merci. Je crains de ne pas avoir beaucoup de temps pour le thé ces jours-ci. Le toit de l'église est devenu une sorte de purgatoire personnel. » Mademoiselle Marple le regarda fixement. C'était un bel homme, plutôt soigné, avec une cravate soigneusement nouée et des chaussures brillantes qui défièrent la boue à l'extérieur. Un homme qui comprenait les apparences, pensa-t-elle, et qui craignait ce qui pouvait se cacher derrière elle. « J'ai entendu dire que vous vous occupiez beaucoup du presbytère, » dit-elle sur le ton de la conversation. « Ce genre de travail doit révéler toutes sortes de détails oubliés. » Il sourit faiblement. « Vous seriez surprise. Les vieux bâtiments sont comme les gens, mademoiselle Marple. Ils cachent toujours leurs défauts jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Silencieux. Et pourtant, ils les enterrent rarement sous le magnolia. Pendant un instant, quelque chose passa dans son expression de surprise, rapidement remplacée par du charme. « Ah, vous voulez parler de la malheureuse découverte ? Oui, une affaire affreuse. C'est ce que j'ai dit à l'inspecteur. Mais vraiment, je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. Peut-être rien, dit-elle légèrement. Sauf que votre nom revient sans cesse dans les conversations, aussi persistamment que ce magnolia lui-même. » Denham se leva, époussetant une tache invisible sur sa manche. Les villages adorent leurs histoires. Si vous voulez bien m'excuser, je dois me rendre à East Down, où des clients m'attendent. Mais vous verrez, mademoiselle Marple, une fois que la police aura fini de fouiller le passé, elle se rendra compte qu'il ne s'agissait que de la terre, qui se tassait autour de vieilles erreurs.
Une fois qu'il fut parti, mademoiselle Marple resta debout à la fenêtre, regardant la lueur de sa voiture disparaître au bout de l'allée. La remarque avait été faite sans réfléchir, mais d'après son expérience, l'insouciance était la cousine impatiente de l'honnêteté. La pluie recommença à tomber, douce et persistante. De l'autre côté de la rue, le jeune Tom Pollard passa en courant avec un panier d'outils. Son visage, d'habitude rayonnant de malice, était crispé et méfiant. Elle l'appela. « Tom, mon cher, tu travailles toujours au presbytère. » Il acquiesça. « L'inspecteur m'a dit de nettoyer ce qui reste du terrassement. Il dit qu'ils envoient un homme du comté pour vérifier les fondations. » Seulement, il hésita, jetant un regard en arrière vers l'allée. « Seulement, ça ne me semble pas normal, mademoiselle. Il y a des bruits dans ce jardin la nuit, des mouvements, comme quelqu'un qui marche doucement. Le recteur dit que ce sont des branches, mais j'ai vu des empreintes ce matin, petites, nettes, comme celles d'une chaussure de femme. » Mademoiselle Marple a haussé les sourcils. « Quelle perspicacité, Tom! Le sol devait être humide, collant comme de la confiture, a-t-il dit solennellement. Mais les traces étaient fraîches. » Elle l'a remercié et il est parti en trottinant, soulagé d'avoir partagé ce qui l'effrayait. Mademoiselle Marple est restée longtemps près de la porte, le bruit de la pluie se mêlant au souvenir des mains tremblantes du recteur et de l'assurance raffinée de l'architecte. De petites empreintes, nettes comme la culpabilité. Un jardin qui se souvenait trop. Une lettre écrite pour accuser, pas pour réconforter. Elle baissa la lampe et s'assit dans le silence. Quelque part, au-delà de la haie, un chien aboya une fois, puis s'arrêta, comme réduit au silence par la même pensée qui venait de lui traverser l'esprit, la plus simple et la plus dangereuse de toutes. Cette pensée s'attarda comme un parfum qui refusait de s'estomper, dérangeante par sa persistance. Mademoiselle Marple ne se leva pas de sa chaise. Elle se contenta d'écouter le lent tic-tac de l'horloge, le crépitement étouffé de la pluie et le silence qui semblait s'accumuler derrière ces sons, comme si le village lui-même retenait son souffle. Il n'était pas encore 10 heures, mais les lampes de toutes les fenêtres s'étaient éteintes, les volets fermés pour se protéger du temps et des murmures. La respectabilité, songea-t-elle, se couchait toujours tôt, lorsque le scandale était dans l'air. Un coup sec rompit le silence. C'était l'agent Reed, le manteau dégoulinant et l'air contrit. « Je vous demande pardon, mademoiselle Marple. L'inspecteur a pensé que je devais vérifier l'allée près de votre portail. Quelqu'un a vu une lumière bouger dans le jardin du presbytère. »« Sous cette pluie ?» dit-elle doucement. « Comme c'est entreprenant de leur part. » Reed acquiesça. « Ce n'est peut-être rien, madame. » Mais la gouvernante du recteur jure avoir vu 2 fois la même chose, à l'endroit où la tombe a été découverte. L'inspecteur était là-bas en ce moment, et il n'est pas très content. Mademoiselle Marple prit son châle. Alors, peut-être apprécierait-il un regard habitué aux explications domestiques. Les lumières apparaissent rarement là où personne ne cache une raison. Le policier hésita, mais l'autorité calme de mademoiselle Marple rendit l'argument inutile. Ensemble, ils remontèrent la ruelle étroite, les flaques d'eau brillant comme des miroirs sombres. Le clocher de l'église se dressait dans le brouillard bas, et les fleurs pâles du magnolia brillaient étrangement à travers la brume. Près du mur du jardin, des lanternes flottaient, et la voix de l'inspecteur portait, aiguë et irritable, à travers la bruine. « Pour l'amour de Dieu, Latimer, arrêtez de vous cacher. Je vous ai dit de rester à l'intérieur. » Le vicaire, trempé et désemparé, balbutia quelque chose d'incompréhensible. L'approche de mademoiselle Marple attira l'attention des 2 hommes. « Eh bien, marmonna Slack, mais c'est la patrouille de nuit de St. Mary Mead. » Mademoiselle Marple esquissa un petit sourire. « Une vieille habitude, inspecteur. Quand le monde va mal, je trouve plus facile de dormir après en avoir vu la cause. » Il ricana. « Vous auriez pu vous épargner cette peine. Nous avons attrapé notre fantôme, Monsieur Latimer,
qui rôdait avec une torche. Le vicaire rougit. Je ne rôdais pas. J'ai cru voir un mouvement près du mur sud. Je suis venu m'assurer que personne ne remuait à nouveau la terre. En effet, dit doucement mademoiselle Marple, un instinct louable, mais plutôt inopportun. Dites-moi, avez-vous vu des empreintes? Latimer cligna des yeux. Des empreintes? De là où vous vous trouviez, continua-t-elle, le sol près du mur devait sembler fraîchement remué. Même la pluie ne peut le dissimuler. Avait-il l'air que quelqu'un s'était agenouillé ou avait peut-être enfoncé quelque chose dans la terre? Slack fronça les sourcils. « Écoutez, mademoiselle Marple, je... » Mais elle s'était déjà approchée du mur, les yeux rivés sur la légère crête de terre remuée. La pluie avait effacé la plupart des traces, mais une empreinte subsistait, non pas celle d'une botte, mais d'un petit talon, étroit et délibéré. « Là, dit-elle doucement. Votre visiteur nocturne a des pieds plus petits que le vicaire, je suppose. L'inspecteur suivit son regard et jura entre ses dents. « Alors ce n'était pas vous, murmura-t-il à Latimer. « Alors qui diable ?» Mademoiselle Marple se redressa, son châle scintillant sous la pluie. « Une femme, je pense. Et pas par curiosité. La curiosité d'une femme la maintient en sécurité à l'intérieur pendant qu'elle spécule. » Le vicaire eut l'air bouleversé. « Madame Clement. »« Non, » répondit immédiatement mademoiselle Marple, d'un ton presque protecteur. « Elle craint d'être découverte, pas de se cacher. D'autres personnes visitent le presbytère plus librement. » Le visage de Slack s'assombrit. « La postière, peut-être. J'ai entendu dire qu'elle était amie avec l'architecte. Elle cherche peut-être quelque chose qui les relie tous les deux. »« Peut-être, » murmura Miss Marple, bien que son ton trahît un léger doute. « Ou peut-être a-t-elle été envoyée pour le trouver. » L'inspecteur ordonna à Reed de boucler le jardin et partit avec le vicaire, son irritation masquant le malaise d'un homme qui sentait la vérité tout proche, mais encore invisible. Miss Marple s'attarda un peu plus longtemps, les yeux posés sur le magnolia, la lumière de la lanterne vacillant sur son écorce pâle. Les pétales avaient commencé à tomber, leurs bords blancs tachés de brun par la pluie, l'innocence se décomposant joliment. Le lendemain matin, le village tremblait à nouveau sous le poids des rumeurs. Mademoiselle Briggs, à la poste, semblait pâle et fatiguée, mais elle parvint à esquisser un sourire fragile lorsque mademoiselle Marple entra pour récupérer son courrier. « Quelle agitation hier soir ?» dit-elle en comptant les pièces avec des mains tremblantes. « On dit que quelqu'un s'est encore introduit dans le jardin du presbytère. C'est terrible, vraiment. Les gens n'ont aucun respect pour les morts. Parfois, répondit doucement mademoiselle Marple, c'est les vivants qu'ils veulent déranger. » Mademoiselle Briggs laissa tomber une pièce. « Pardon ? » ?»« Oh, rien, » dit mademoiselle Marple en reprenant la lettre qui lui avait été remise. « Seulement, les motivations, comme la correspondance, sont souvent mal adressées. » Dehors, elle s'arrêta sous l'auvent pour lire l'enveloppe. Elle ne portait aucune marque, à l'exception de son nom, écrit d'une main qu'elle reconnut comme étant celle du recteur, d'après les avis paroissiaux. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, sur laquelle étaient inscrits 5 mots. « Veuillez venir avant l'heure de la confession. » L'encre était fraîche. Lorsqu'elle arriva au presbytère, la matinée était devenue lourde et étouffante. La cloche de l'église se mit à sonner lentement et solennellement. Dans le bureau, le recteur se tenait debout, dos à la fenêtre, sa soutane humide à l'ourlet, les yeux cernés par le manque de sommeil. Sur le bureau se trouvait le registre paroissial, ouvert à la page de la mystérieuse note. « Je voulais que vous voyiez, » dit-il doucement. « Cette inscription est fausse, mademoiselle Marple. Cette tombe n'a jamais été déplacée. J'ai vérifié les registres moi-même hier soir. Alors quelqu'un a voulu le faire croire, » dit-elle. Une falsification destinée à justifier ce qui a été découvert. Il acquiesça, les mains jointes comme pour prier.
Et si c'est vrai, alors celui qui l'a falsifié connaissait les archives de l'Église et mon écriture. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur les bords de la page ouverte, où de légères traces marquèrent le papier, comme si une autre feuille avait été posée dessus. Elle ne dit rien, se contentant de chercher ses lunettes dans sa poche. Dehors, le son des cloches cessa. Un silence s'ensuivit, profond, anormal, du genre de ceux qui précèdent une révélation ou une tragédie. Mademoiselle Marple ajusta ses lunettes sur son nez et se pencha vers le registre. « Je crois, murmura-t-elle, que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour rendre le passé respectable à nouveau. Cela signifie généralement que le passé ne l'était pas. » Elle ne leva pas les yeux lorsque la porte s'ouvrit soudainement derrière eux, ni lorsqu'une voix essoufflée s'écria « L'inspecteur Slack dit qu'il y a eu une autre découverte près de l'étang cette fois-ci. » Ce n'est que lorsque la main du recteur se crispa convulsivement sur le bureau qu'elle leva enfin les yeux, et dans ce petit mouvement, elle comprit que la deuxième découverte ne le surprendrait pas autant qu'elle le devrait. Les jointures du recteur blanchirent contre le bois sombre du bureau, son regard fixé non pas sur le messager, mais sur quelque chose de plus profond, inexprimé. Le jeune vicaire qui avait fait irruption, M. Latimer, les yeux écarquillés, le souffle court, semblait lui-même surpris par la gravité de ses paroles. Mademoiselle Marple se leva, lissant sa jupe avec une calme détermination. « L'étang, dites-vous » murmura-t-elle d'un ton aussi calme que celui d'une bibliothécaire, rappelant une référence. « Cela doit être près de là, un haie qui délimite la propriété, je suppose. » Latimer acquiesça. « Oui, madame. Le fils du jardinier l'a trouvé en allant chercher de l'eau pour les chrysanthèmes. L'inspecteur Slack est sur place en ce moment. Il a dit que ce n'était pas exactement un autre corps, mais quelque chose qui appartenait à un corps. » Mademoiselle Marple haussa légèrement les sourcils. « Un objet? Un manteau ?» dit-il, et quelque chose dans la poche. Le recteur émit un son étranglé qui pouvait être une touze ou une prière. « Continuez, Latimer. Une bague, monsieur. Une chevalière. Il pense tant qu'elle pourrait appartenir à monsieur Denham. » Le silence retomba. Le genre de silence qui fait que chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un jugement. Mademoiselle Marple observa le recteur, pâle et rigide, et le vicaire, tremblant comme s'il avait annoncé plus qu'une simple nouvelle. Elle sentit, comme souvent, que la vérité les avait effleurés, mais ne s'était pas encore révélée à eux. « Je pense, dit-elle doucement, que nous devrions peut-être aller voir. » Le chemin menant à l'étang serpentait à travers l'herbe rendue glissante par la pluie. Le magnolia se dressait derrière eux, ses pétales tombés jonchant le sol comme des confettis après une fête indécente. À mesure qu'ils s'approchaient, les murmures des policiers et des villageois se faisaient plus forts, mélange de curiosité et de soulagement moral, car le village trouvait du réconfort dans le crime lorsqu'il s'agissait de celui d'autrui. L'inspecteur Slack se tenait au bord de l'eau, le manteau retrouvé posé sur une bâche. Il se retourna à leur approche, l'irritation aiguisant son ton. « J'aurais dû me douter que vous viendriez, mademoiselle Marple. Vous avez un sixième sens pour vous pointer là où vous ne devriez pas. C'est simplement une appréciation de la symétrie, » répondit-elle. « Les jardins aiment se répéter. » Il grogna en montrant la preuve du doigt. « Vous reconnaissez cela, recteur ? Le nom de votre ami Denham est inscrit sur l'étiquette du tailleur, aussi clair que le jour. Et ceci, dit-il en brandissant une petite enveloppe tachée d'eau, mais scellée, se trouvait dans la poche intérieure. Elle vous est adressée. » Le recteur ouvrit les lèvres, sans émettre le moindre son. Il prit l'enveloppe et la fixa comme s'il s'agissait d'un serpent enroulé dans sa paume. L'encre, floue mais lisible, indiquait « Révérend Henry Clément, presbytère de Sainte Mary Mead. » « Allez-y, » dit Slack d'un ton sec. « Ouvrez-la. » La voix de Madame Clément retentit derrière eux de manière inattendue, haletante. « Non, ne faites pas ça. » Elle était arrivée sans qu'il la remarque, les chaussures trempées.
le visage marqué par quelque chose de plus que la peur. L'inspecteur fronça les sourcils, mais resta sur ses positions. « Savez-vous ce qu'il y a dedans, madame ?» Elle hésita, les yeux passant rapidement de son mari à mademoiselle Marple. « Je l'ai vu en écrire une similaire, dans ce même jardin, il y a quelques semaines. Il a dit que c'était à propos des réparations du toit. Mais je pense que ce n'était pas le cas. » Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. Les pensées d'une épouse sont souvent plus vraies que les explications de son mari. Slack déchira l'enveloppe avant que quiconque puisse protester. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, dont l'écriture était déformée par l'humidité, mais lisible. Elle ne contenait qu'une seule phrase. « Je ne peux plus être complice de cette tromperie. » Elle n'était pas signée. L'inspecteur avait l'air sombrement satisfait. « Voilà votre mobile, alors. » Denham découvre que quelque chose de maléfique se trame dans les registres paroissiaux, menace de tout révéler et finit enterré sous un magnolia. Aussi net qu'un sermon, l'expression de mademoiselle Marple resta impassible. La netteté, inspecteur, est une qualité que l'on trouve rarement dans les meurtres. Il fronça les sourcils. « Vous avez une meilleure explication, je suppose. » « Pas encore, répondit-elle doucement. Mais je n'aime pas les conclusions qui s'arrangent toutes seules avant que le sol ait été balayé. Slack se détourna, aboyant des ordres aux agents. Le recteur s'effondra sur un banc voisin, le papier tremblant dans sa main. Madame Clement se tenait à côté de lui, ne sachant pas trop s'il fallait le réconforter ou l'accuser. Mademoiselle Marple les observait tous les deux, son esprit rassemblant tranquillement ce que les autres avait-on dispersé. Une fausse note paroissiale, un chapeau égaré, les empreintes de pas d'une femme dans la nuit. Et maintenant, une lettre qui pointait trop directement dans une direction. Au bout d'un moment, elle toucha la manche du recteur. « Pardonnez-moi, monsieur Clement, mais pourrais-je voir la bague trouvée dans la poche du manteau ?» Il la lui tendit sans protester. Le sceau portait un blason, 2 plumes croisées sous une couronne. Mademoiselle Marple le fit tourner entre ses doigts, pensive. Curieux, les architectes utilisent rarement l'héraldique, bien que j'en connaisse un ou deux qui aimaient emprunter cette prétention. « Tout va bien, » marmonna Slack. Le greffier du cabinet Denham a confirmé qu'il la portait tous les jours. « Alors, » murmura mademoiselle Marple, « le mystère n'est pas de savoir à qui elle appartenait, mais comment elle s'est retrouvée si commodément à l'endroit où nous avons pu la trouver. » Elle jeta un coup d'œil vers le vicaire, qui se tenait à l'écart, le visage pâle sous le soleil faible. « Vous étiez le premier à arriver à l'étang, je crois. » Il fut surpris. « Oui, c'est vrai. Mais seulement parce que Tom Pollard m'a appelé. Je suis venu directement voir l'inspecteur, après. » Mademoiselle Marple acquiesça d'un signe de tête, comme satisfaite, mais son regard s'attarda sur lui un instant de plus que ne l'exigeait la politesse. Alors qu'il retournait vers le presbytère, les chuchotements des villageois les suivaient, comme le bruissement des feuilles sèches. Denham, assassiné pour chantage. Recteur impliqué. Pauvre Madame Clement, quelle chose pour la femme d'un vicaire. Les ragots, pensa mademoiselle Marple, étaient une grâce particulière, car ils apportaient une certitude là où la vérité refusait de le faire. Arrivée à sa porte, elle s'arrêta. De l'autre côté de la pelouse, la postière fermait les volets du bureau de poste. Ses gestes étaient précipités, furtifs. Mademoiselle Marple la regarda glisser un petit paquet dans son sac avant de tourner la clé dans la serrure. Il y avait une raideur dans ses gestes, non pas la peur d'être vue, mais celle d'être reconnue. Au loin, le magnolia se balançait sous le vent, dispersant ses dernières fleurs sur le mur du jardin. Elles tombaient comme des fragments d'innocence, dérivant tranquillement vers la décomposition. Les pétales flottaient comme de la neige, se posant sur le mur de pierre humide, tandis que la postière verrouillait la porte et se dépêchait de descendre l'allée. Mademoiselle Marple la regarda disparaître derrière la haie,
le petit paquet serré contre son manteau. Le soir était tombé sur St. Mary Mead, apportant avec lui un calme étrange et oppressant, de ceux qui ne présagent jamais la paix, mais seulement une pause avant que les ragots ne se transforment en action. Une lumière vacilla à nouveau à la fenêtre du presbytère, vive et incertaine. Mademoiselle Marple resta un instant de plus, serrant son châle contre elle, pensant à la facilité avec laquelle la décence pouvait être dissimulée. La respectabilité était un rideau si pratique que tout le village en tenait les bords, craignant ce qui pourrait se cacher derrière. À l'intérieur de son cottage, le feu avait faibli. Elle le remua distraitement et mit de l'eau à bouillir, même si elle n'avait pas envie de thé. Ses pensées s'attardaient sur la voix tremblante de Madame Clement, le calme évasif du recteur, les yeux anxieux du vicaire et le sourire trop près de l'architecte. 4 personnes tournaient autour du même mensonge, pensa-t-elle, mais une seule d'entre elles savait de quoi il était fait. Le doux tintement de l'horloge lui rappela qu'une autre heure s'était écoulée sans qu'aucune solution ne soit trouvée. Puis, faiblement, depuis la ruelle à l'extérieur, elle entendit le bruit de pas précipités et le crissement d'un frein de vélo. L'agent Reed apparut à sa porte, son souffle visible dans le froid. « Bonsoir, mademoiselle Marple. L'inspecteur m'a dit que vous voudriez peut-être savoir s'il a emmené le recteur au poste. Il dit que c'est seulement pour l'interroger, mais le village est déjà à moitié fou à ce sujet. » Mademoiselle Marple pencha la tête. « Et que vous dit votre bon sens, Reed ?» Il fronça les sourcils, ne sachant pas s'il devait risquer d'être honnête. Il n'avait pas l'air d'un homme coupable, madame. Il ressemblait plutôt à quelqu'un qui avait déjà été puni. « C'est souvent la description la plus juste, » dit-elle doucement. Lorsque la culpabilité vient du cœur plutôt que de l'acte, la punition arrive simplement, tardivement. Reed se déplaça maladroitement. L'inspecteur m'a demandé de garder un œil sur les environs. Madame, juste jusqu'à ce que les choses se calment. On dit que quelqu'un a encore essayé de s'introduire dans le presbytère. Tout à fait, dit Miss Marple. Votre présence me rassure beaucoup. Allez prendre un chocolat chaud dans la cuisine avant de mourir de froid devant ma porte. Le jeune homme rougit, murmura un merci et se retira vers le cottage. Lorsque la ruelle fut à nouveau calme, mademoiselle Marple sortit dans l'air humide. De l'autre côté de la pelouse, une fine ligne de lumière apparaissait sous la porte du bureau de poste, ce qui était curieux, car mademoiselle Briggs l'avait fermée à clé une demi-heure plus tôt. Mademoiselle Marple marcha lentement, sa canne tapotant doucement contre les pavés. Alors qu'elle s'approchait, la lumière vacilla à nouveau. C'était une bougie, pas une ampoule électrique. Quelqu'un bougeait à l'intérieur. Quelques instants plus tard, la porte s'entr'ouvrit. Mademoiselle Briggs apparut, regardant à gauche et à droite, avant de se glisser dehors avec le même paquet qu'elle avait porté plus tôt, désormais emballé à nouveau. Elle sursauta en voyant mademoiselle Marple, puis esquissa un sourire crispé. « Oh, mademoiselle Marple, vous m'avez fait une peur bleue. Je suis juste retourné chercher un courrier égaré. Je ne peux pas laisser les choses en désordre, vous comprenez ?» La voix de mademoiselle Marple était douce, mais elle cachait une grande fermeté. Quelle diligence, ma chère! Je ne me souviens pas que la poste traite les colis à cette heure-ci. Les mains de mademoiselle Briggs se crispèrent autour du papier. C'est une affaire privée. Cela n'a rien à voir avec la poste. Je vois. Et les affaires privées livrées à la lueur d'une bougie sont toujours si urgentes. Pendant un instant, la jeune femme perdit son sang-froid. Puis elle se redressa, le menton levé. « Vous avez toujours été très observatrice, mademoiselle Marple. Mais tout ce qui semble suspect n'est pas forcément répréhensible. »« Bien sûr que non, » répondit mademoiselle Marple. « Parfois, c'est simplement effrayant. » Les mots tombèrent doucement, mais restèrent comme des épingles. Mademoiselle Briggs rougit et s'éloigna précipitamment dans l'obscurité.
Mademoiselle Marple la regarda partir, remarquant que le chemin ne menait pas vers sa maison, mais vers la ruelle derrière le Blue Boar, où la voiture de l'architecte avait été vue plus d'une fois après le crépuscule. Quand elle revint à son cottage, le chocolat chaud était froid et l'agent Reed somnolait près de la cheminée. Elle le laissa se reposer. Le garçon semblait fatigué par le fardeau de la décence, une lourde charge pour ceux qui sont trop jeunes pour en connaître l'hypocrisie. Elle sortit son carnet, un petit objet modeste, rempli de recettes domestiques et d'anniversaires, et tourna une page vierge. D'une écriture soignée et régulière, elle écrivit 1. La bague de M. Denham a été trouvée trop visible pour être accidentelle. 2. Lettre dans le manteau de Denham non signée peut être placée là, intentionnellement. 3. Registre paroissial falsifié, accès limité au recteur, au vicaire ou à la postière. 4. Petites empreintes de pas féminines, récentes. 5. Colis probablement liés au document ou à la lettre falsifiée. Elle s'interrompit, le stylo suspendu au-dessus de la page. Puis elle ajouta une dernière ligne. Le mobile n'était pas de dissimuler la mort, mais de rétablir la réputation. La bouilloire siffla bruyamment, la faisant sursauter. Elle versa l'eau sans réfléchir et resta longtemps debout près de la fenêtre, observant la faible lueur, encore visible à la fenêtre supérieure du Blue Boar. Quelque part derrière cette lumière, elle en était sûre, la vérité était négociée, non pas contre de l'argent, mais contre une apparence de décence. On frappa faiblement à la porte, timidement, comme avec honte. Miss Marple ouvrit et trouva le vicaire, sans chapeau, trempé par la pluie. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix tremblante. « Je ne savais pas où aller. Ils ont arrêté le recteur, mais ils se trompent, Miss Marple. Ce n'est pas lui le coupable. Je vous crois, » dit-elle simplement. « Entrez, avant de prendre froid. » Il entra, les épaules affaissées. « C'est ma faute, vous voyez. J'ai parlé du jardin à M. Denham. Je pensais que cela pourrait aider les plans de restauration. Je n'aurais jamais imaginé. » Le regard de Mademoiselle Marple se posa fermement sur lui. « Vous n'auriez jamais imaginé qu'il trouverait ce qu'il a trouvé. » Il déglutit péniblement. « Non. Ni que quelqu'un d'autre ferait en sorte qu'il ne puisse le dire à personne. »« Quelqu'un d'autre, » répéta-t-elle doucement. Le jeune homme acquiesça. Il y avait une autre personne cette nuit-là. J'ai entendu des voix basses se disputer puis le bruit du portail qui se refermait. J'aurais dû aller voir la police plus tôt. La main de Mademoiselle Marple, légère comme un papillon de nuit, toucha son bras. Parfois, la vérité attend la bonne oreille, monsieur Latimer. Dites-moi exactement ce que vous avez entendu. Il croisa son regard où se mêlaient désespoir et soulagement. Une voix de femme. Je ne pouvais pas la voir, mais elle a dit « Tu vas le ruiner si tu parles. » Mademoiselle Marple retint son souffle, mais son visage resta serein. Et il a répondu « Oui. » Il a dit « Alors peut-être qu'il le mérite. » Le vent se leva soudainement dehors, dispersant les dernières pétales de magnolia dans la ruelle. À l'intérieur, Mademoiselle Marple regarda vers la fenêtre sombre, l'air pensif et presque triste. « Le problème avec les apparences, » dit-elle doucement, « c'est qu'elles font passer même le péché pour quelque chose de tout à fait normal. » Le vent soufflait contre les fenêtres, faisant trembler les vitres comme des témoins anxieux. Mademoiselle Marple ne bougeait pas et ne parlait pas, les yeux toujours fixés sur le visage du vicaire. Sa confession flottait dans l'air, à moitié prononcée, à moitié enfouie, comme tant d'autres choses à St. Mary Mead. L'horloge sonna 11 heures, un petit bruit domestique qui contrastait avec le poids de la culpabilité tacite. « Asseyez-vous, monsieur Latimer, » dit-elle enfin, d'une voix calme, presque maternelle. Il n'y a aucune vertu à rester debout quand sa conscience a déjà fait une confession. Il obéit, joignant ses mains moites. « Vous voyez,
Je pensais que le recteur faisait l'objet d'un chantage. Monsieur Denham était dans son bureau ce soir-là, passant en revue de vieux papiers, des actes de l'Église et des registres de dons. Il a parlé d'une fausse entrée et de la façon dont cela pouvait détruire un homme. Je l'ai supplié de laisser tomber, mais il s'est contenté de sourire et a dit que certaines choses devaient être nettoyées. Je suis parti avant qu'ils aient fini de parler. Mademoiselle Marple remua le feu, ses mouvements délibérés, sans hâte. Et le lendemain matin, M. Denham était mort. C'était attentionné de votre part, Monsieur Latimer, de ne pas mentionner cette conversation auparavant. J'avais peur, dit-il simplement. Si je leur avais dit, ils auraient immédiatement accusé le recteur. Je pensais le protéger. Et Madame Clement m'a supplié de ne rien dire. Elle a dit que la réputation d'Henry ne devait pas être traînée dans la boue. « Ah oui, » murmura Mademoiselle Marple, « la boue. L'élément naturel des jardins, des secrets et des ecclésiastiques. » Il cligna des yeux, ne sachant pas si elle se moquait de lui. « Vous ne croyez pas qu'il soit coupable, n'est-ce pas ?» L'expression de Mademoiselle Marple s'adoucit. « Mon cher Monsieur Latimer, la culpabilité n'est jamais aussi simple que le suppose la loi. Parfois, une âme porte le péché et une autre en subit les conséquences. » Un coup à la porte les fit sursauter tous les deux. L'agent Reed passa la tête par la porte, son chapeau à la main. « Excusez-moi, mademoiselle Marple, l'inspecteur m'a chargé de vous dire qu'ils ont trouvé autre chose dans l'étang du presbytère. Une petite boîte, scellée à la cire. Il a pensé que vous voudriez peut-être y jeter un œil. » Mademoiselle Marple se leva aussitôt. « Nous y allons ensemble, » dit-elle, et le vicaire la suivit, pâle mais résolu. Le policier les conduisit le long de la ruelle glissante où les lanternes brillaient encore comme des étoiles inquiètes. Les villageois s'étaient rassemblés à distance, leur curiosité cachée sous des châles et des parapluies. L'inspecteur se tenait près de l'étang, les manches retroussées, le visage marqué par l'exaspération. « Vous devenez une habituée de mes scènes de crime, mademoiselle Marple. Vous devriez commencer à toucher un salaire. »« Je préfère tirer des conclusions, inspecteur, » dit-elle doucement. « Que faites-vous là ?» Slack fit un geste vers la bâche étendue à côté de lui. Sur celle-ci reposait une petite boîte en bois, déformée par l'eau, mais intacte. Son seau était effectivement en cire cramoisie et ne portait aucune marque d'appartenance. Il l'ouvrit avec précaution, et le couvercle libéra une légère odeur de moisie et de poussière. À l'intérieur se trouvaient même plusieurs documents pliés et une petite pochette en velours. « On dirait encore des registres paroissiaux, » dit-il en lui tendant la première feuille. « Probablement encore l'œuvre du recteur. » Miss Marple examina les papiers à la lumière de la lanterne. L'encre avait coulé sur les bords, mais les signatures étaient lisibles. « Ce sont, dit-elle doucement, des certificats de baptême, des noms qui ont disparu depuis longtemps du registre paroissial. » Slack grogna. « Et alors? Des papiers périmés? » « Pas tout à fait. » Elle en approcha un de plus près. Celui-ci est étrange. Daté d'il y a 20 ans, mais signé à la fois par le révérend Stroud et le recteur actuel. Impossible, puisque M. Clement n'est arrivé qu'il y a 10 ans. L'inspecteur fronça les sourcils. Encore un faux. Peut-être. Ou peut-être quelque chose de plus délicat. Une correction de lignée, pourrait-on dire. Elle sortit de la pochette un petit médaillon dont la chaîne était cassée. À l'intérieur se trouvait une photographie miniature d'une jeune femme au regard solennel, dont les traits ressemblaient si vaguement à ceux de Madame Clement. Derrière l'image, soigneusement pliée, se trouvait un morceau de journal. Elle le déplia avec précaution. Le titre, à peine lisible, disait « Un employé retrouvé noyé. Suicide après un scandale. » Monsieur Latimer eut le souffle coupé. Ce nom, Stroud, le neveu du révérend Stroud. Il a travaillé ici autrefois. « Oui, » dit doucement mademoiselle Marple, « et il s'est noyé, apparemment. Je me demande où. »
Slack siffla doucement. Vous pensez que tout cela est lié à cette vieille affaire? Cela remonte à plusieurs décennies. Les crimes de conscience, dit-elle, obéissent rarement au calendrier. L'inspecteur prit les papiers d'un ton bourru. Eh bien, nous verrons ce que disent les archives. Si le recteur a dissimulé quelque chose qui remonte à l'époque de son prédécesseur, nous connaîtrons bientôt la vérité. Les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur le médaillon. La vérité, inspecteur, est une substance glissante. Elle reste rarement là où on la place. Il secoua la tête et s'éloigna vers les agents. Le vicaire s'attarda près de l'étang, fixant l'eau sombre. « Vous pensez que cela a un rapport avec l'homme qu'ils ont trouvé ?»« Je pense, dit-elle, que l'homme qu'ils ont trouvé cherchait quelqu'un qui n'avait jamais quitté ce jardin. Peut-être pas physiquement, mais dans sa mémoire. » Il la regarda, impuissant. « Alors pourquoi la bague? La lettre? Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal pour nous induire en erreur ?» Elle sourit faiblement. « Parce que les fausses pistes, monsieur Latimer, ne sont pas toujours destinées à la police. Parfois, elles sont destinées aux coupables, pour leur faire croire qu'ils sont en sécurité. » Il se tourna vers elle, perplexe, mais elle avait déjà commencé à remonter le chemin, son châle bien serré autour d'elle, d'un pas délibéré et silencieux. La lune s'était levée faiblement au-dessus du clocher de l'église, son reflet tremblant à la surface de l'étang. Sous cette lumière vacillante, un pétale de magnolia flottait sur l'eau et s'était accroché au bord du coffret. Mademoiselle Marple s'arrêta à la porte, le regardant. Le passé, dit-elle doucement, presque à elle-même, a une façon si persistante de refaire surface. Derrière elle, le vicaire frissonna, sans savoir si c'était à cause du froid ou de la compréhension. Le pétale de magnolia frémit une fois et coula, laissant une ondulation sombre qui se propagea à travers l'étang. Mademoiselle Marple se détourna, son regard se posant sur la faible lueur des lanternes qui flottaient encore près de la porte de l'église. Le vicaire la suivit, hésitant, ses pas étouffés par les feuilles mouillées. Au loin, la voix de l'inspecteur donnait des ordres vifs, son irritation adoucie par la fatigue. « Pauvre homme !» murmura mademoiselle Marple. « Il cherche des faits alors qu'il ne reste que des motifs. » Ils arrivèrent à la ruelle, où le policier montait la garde. Une brume avait commencé à se lever, s'enroulant comme un souffle de la terre, et l'air sentait faiblement la tourbe et la pluie. L'horloge du village sonna minuit. Quelques fenêtres brillaient encore, celles des personnes qui prétendaient prier pour le recteur, mais qui, en vérité, priaient pour que le scandale ne se propage pas trop près de leur propre haie. Monsieur Latimer rompit le silence le premier. « Pensez-vous que l'inspecteur trouvera autre chose ce soir ?» Mademoiselle Marple secoua la tête. « Il trouvera peut-être ce qu'il s'attend à trouver. Ce n'est pas toujours la même chose que trouver la vérité. » Elle s'arrêta devant la porte de son cottage. « Entrez un instant, je vous en prie. Vous allez attraper froid dehors, et je trouve que la conversation m'aide à réfléchir. » Il obéit et s'enfonça dans le fauteuil le plus proche du feu, dont la faible chaleur chassait l'humidité de ses vêtements. L'horloge tic-taquait au-dessus de la cheminée, régulière et implacable. Madame Zazel Marple versa le thé, les gestes calmes, le regard pensif. « Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez entendu les voix de la femme qui mettait en garde et la réponse de M. Denham, » commença-t-elle. « Avez-vous pensé à qui d'autre aurait pu entendre ?» Le vicaire cligna des yeux. « Entendre ? Je ne comprends pas. Dans les villages, dit-elle doucement, les murs et les haies écoutent plus attentivement que les gens. Et parfois, celui qui garde le silence le plus longtemps a le plus à perdre. » Il fronça les sourcils, fixant sa tasse. « Vous voulez dire Madame Clément ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas tout de suite. « Je veux dire que son silence sert à autre chose qu'à la peur. Il y a de la loyauté dans ce silence, mais pas, je pense,
du genre que son mari imagine. Avant qu'il n'ait pu lui demander ce qu'elle voulait dire, on frappa à la porte, d'une manière urgente, précipitée. Le constable Reed entra, le chapeau dégoulinant, l'air grave. « L'inspecteur Slack m'envoie, madame. Il dit qu'il y a du nouveau. Pas au presbytère cette fois, mais au Blue Boar. » « Au Blue Boar ?» répéta mademoiselle Marple. « À cette heure-ci ?»« Oui, madame. » La postière. Mademoiselle Briggs. Le propriétaire dit qu'elle est entrée en demandant Monsieur Denham, puis s'est évanouie. Quand elle a repris connaissance, elle s'est mise à crier quelque chose à propos d'une lettre de preuve et à supplier qu'on lui envoie l'inspecteur. Mademoiselle Marple croisa les mains. Mon Dieu, le moment des aveux est toujours si mal choisi pour les coupables. Ils trouvèrent l'auberge à moitié éclairée, l'air lourd de l'odeur des manteaux humides et de la bière renversée. Quelques villageois s'attardaient, feignant l'indifférence. Mademoiselle Briggs était assise près de la cheminée, pâle comme du lin, un châle serré autour des épaules. Sur la table devant elle se trouvait une petite enveloppe brune scellée, adressée en caractères soignés au révérend Henry Clément. L'inspecteur Slack se tenait à côté, l'air renfrogné. Elle dit qu'elle était sur le point de poster cette lettre lorsqu'elle a perdu son sang-froid. Elle affirme que cela prouve l'innocence du recteur. Mademoiselle Marple se pencha pour regarder de plus près. « Puis-je » Slack hésita, puis acquiesça. Elle retourna l'enveloppe et remarqua la tache laissée par la cire qui avait été pressée à la hâte par une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier brouillon pliée qui sentait légèrement le savon à la lavande. L'écriture était celle de mademoiselle Briggs, soignée mais tremblante. « À remettre à la police s'il m'arrive quelque chose. Les documents cachés dans le jardin du presbytère ont été falsifiés à la demande d'un homme qui disait vouloir protéger la paroisse du déshonneur. Je l'ai cru jusqu'à ce que je voie le manteau près de l'étang. Il m'a dit de brûler le reste. Il ne s'appelait pas Denham. » Mademoiselle Marple lut la lettre 2 fois, puis la rendit tranquillement à l'inspecteur. Et que comptait-elle faire du colis qu'elle transportait plus tôt dans la soirée? L'inspecteur cligna des yeux. Quel colis! Mademoiselle Marple soupira doucement. Celui qu'elle a laissé à son poste pour le livrer. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle avait peur, inspecteur, mais pas assez pour s'enfuir. C'est la peur d'être découverte et non le danger qui l'a poussée à partir. Elle avait l'intention de le remettre à quelqu'un qui, selon elle, la protégerait. Mademoiselle Briggs remua faiblement sur sa chaise. Il a dit que c'était la dernière chose, la dernière faveur. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a dit que ce n'était que des papiers, mais oh mon Dieu, c'était la bague. Celle de l'étang. La pièce sembla se contracter autour de ces mots. Même le feu crépita, comme s'il était resté figé sous le choc. Slack jura entre ses dents. « Vous voulez dire que vous l'avez placé là ?» Elle secoua la tête, les yeux remplis de larmes. « Non, il m'a dit de la laisser près du portail, enveloppée dans du papier brun. Il a dit qu'elle devait être trouvée le lendemain matin. Je n'ai pas posé de questions. Je me suis dit que c'était pour le bien du recteur. » Le regard de mademoiselle Marple était fixe. « Et cet homme, vous a-t-il dit son nom ?» Ses lèvres tremblèrent. Il m'a dit que je le reconnaîtrais à son chapeau. Un chapeau de paille. Il m'a dit que cela lui rappelait des jours meilleurs. Slack se redressa brusquement. Le chapeau de Denham. Mais c'est le cadavre. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent, exprimant quelque chose qui ressemblait à de la pitié, ou quelqu'un de très doué pour emprunter l'apparence d'un autre. Un long silence s'ensuivit. L'inspecteur se frotta le front. « Vous dites donc que le meurtrier portait le chapeau du défunt, avait sa bague sur lui et a laissé les deux pour le piéger. Pourquoi une querelle paroissiale? » « Pour la réputation, » dit mademoiselle Marple. « C'est la monnaie la plus chère à St. Mary Mead. » Slack ne semblait pas convaincu, mais il mit la lettre dans sa poche en grognant.
Bon, je vais demander à l'expert en écriture d'examiner cela, et le recteur devra rester sur place jusqu'à ce que nous ayons tiré cela au clair. Mademoiselle Marple inclina la tête. Naturellement. Mais je vous serais reconnaissante de bien vouloir demander à quelqu'un de vérifier à nouveau les registres de l'Église, en particulier les actes de baptême. Je soupçonne que vous trouverez 2 noms manquants. 2 ? Slack fronça les sourcils. Lesquels ? Elle esquissa un sourire entendu. L'un sera celui du neveu du révérend Stroud. L'autre, si je ne me trompe, expliquera pourquoi le jardin n'a jamais vraiment été le sien. L'inspecteur la regarda, mi-agacé, mi-intrigué. « Vous adorez les énigmes, mademoiselle Marple. »« Les énigmes, inspecteur, dit-elle doucement, ne sont que des vérités mieux formulées. » Elle quitta l'auberge alors que le vent se levait à nouveau, soulevant les fleurs de magnolia dans un vol agité. Derrière elle, les villageois chuchotaient, reconstituant leur propre version des événements, tandis que la vérité se réorganisait tranquillement dans l'ombre. Le vent avait tourné, apportant une fraîcheur qui faisait trembler les lanternes dans la ruelle qui s'assombrissait. Mademoiselle Marple marcha lentement vers le presbytère, son châle bien serré autour d'elle, mesurant ses pas comme si chacun d'eux était une question attendant une réponse. Derrière elle, le vicaire la suivait en silence, les yeux baissés, mais attentif au moindre bruit, au moindre changement subtil dans l'air du soir. Le village était tombé dans un silence, celui qui précède une révélation, lorsque les routines quotidiennes s'interrompent, retenant leur souffle face à des vérités trop longtemps repoussées. À l'intérieur du presbytère, le feu brillait faiblement. Le recteur était assis dans un fauteuil à haut dossier, les mains jointes, les épaules raides. Il ne regardait pas mademoiselle Marple, bien qu'il sût qu'elle était arrivée. Le poids de l'attente remplissait la pièce, pesant sur les murs qui avaient bégardé des siècles de secrets paroissiaux. Le constable Reed se tenait discrètement près de la porte, comme si sa simple présence pouvait ancrer les tensions de la pièce. « J'ai tout passé en revue, mademoiselle Marple, » dit enfin le recteur d'une voix basse, tremblante de peur longtemps réprimée. « Les lettres, les registres de baptême, les papiers trouvés dans les temps. Je ne comprends pas qui pourrait vouloir m'impliquer à ce point. » Mademoiselle Marple s'assit en face de lui, calme et imperturbable. Il n'est pas nécessaire d'être ingénieux pour construire des apparences, révérend. Il suffit d'être patient et observateur. Parfois, le déguisement le plus simple cache les intentions les plus profondes. Le recteur leva les yeux et chercha son regard. « Vous pensez que quelqu'un a voulu me faire passer pour coupable ? » ?»« Oui, » répondit-elle doucement, « mais pas pour les raisons que vous imaginez. Il voulait taille plus qu'une condamnation. Il cherchait à réorganiser les réputations, à régler de vieux comptes sous le couvert de la justice. » Un frisson parcourut le vicaire. « Vous voulez dire quelqu'un du passé ? De l'époque du révérend Stroud ?»« Oui, » confirma mademoiselle Marple. « Ou quelqu'un qui avait hérité de leur connaissance et peut-être de leur amertume. Le jardin, le magnolia, les temps. Chacun est un repère, un témoin silencieux d'actes cachés sous des couches de civilité. Le chapeau, la bague, la lettre falsifiée, des instruments conçus pour tromper et manipuler la perception. Ils constituent, en quelque sorte, un camouflage moral. » Le recteur se pencha en avant. « Mais pourquoi ? Et comment en savait-il autant ? » « L'observation, révérend, » dit-elle. « La patience, la volonté de laisser passer les apparences, jusqu'à ce que la vérité elle-même semble incontestable. La postière, le garçon jardinier, les visites tardives, chaque fil d'une trame soigneusement tissée. Un faux pas, un mot mal placé, et l'illusion s'effondre. Un coup à la porte interrompit la conférence. L'inspecteur Slack entra, fatigué mais alerte, serrant un dossier de documents. « Nous avons comparé l'écriture de l'enveloppe, les registres de baptême et le registre paroissial, » annonça-t-il.
L'analyse confirme qu'il s'agit d'une fausse piste délibérée. Celui qui a fait cela connaissait les archives, la maisonnée et la propension humaine à faire confiance. Mademoiselle Marple acquiesça, prenant note du rapport sans précipitation. « Et pourtant, dit-elle, la connaissance seule ne dicte pas l'action. Il devait y avoir un motif, et tous les motifs ne sont pas légitimes ou évidents. » Slack fronça les sourcils. « Vous suggérez que quelqu'un ici est capable de planifier tout cela, bien avant que les corps ne soient découverts. » « Oui, dit-elle doucement, et c'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter d'examiner les actes, mais aussi le caractère, la façon dont les apparences dissimulent la réalité chez ceux qui veillent le plus à conserver leur respectabilité. » Reed, debout près de la cheminée, se dandina, mal à l'aise. « Inspecteur, il y a autre chose. Mademoiselle Briggs avoue avoir vu quelqu'un dans le jardin du presbytère avant la découverte. Une femme, dit-elle, qui se déplaçait rapidement et inspectait les parterres de fleurs. « Exactement, » murmura mademoiselle Marple. « Une femme qui avait accès au jardin, un mobile et le courage d'agir sans être vue. Elle est le pivot qui relie les artefacts, les faux et la pression morale exercée sur toutes les personnes impliquées. » Le recteur pâlit. « Une femme? Mais qui? Madame Clément? Ou quelqu'un d'autre? » « Réfléchissez à qui profite chaque fausse piste, » dit mademoiselle Marple d'une voix calme mais ferme. « Pas le recteur, pas le vicaire, pas l'architecte décédé. La personne qui agit dans l'ombre manipule à la fois la connaissance et la peur, poussant les autres à agir sans qu'ils se rendent compte qu'ils servent ses intérêts. » Le vicaire baissa les yeux. « Vous voulez dire la postière? Peut-être, dit Miss Marple. Peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a l'habitude d'observer, qui est assez patient pour attendre et assez intelligent pour faire apparaître la culpabilité chez ceux qu'il souhaite effrayer. Parfois, les personnes les plus discrètes détiennent les vérités les plus lourdes. » Slack soupira en se frottant la nuque. « Ce village s'avère plus compliqué que je ne l'avais prévu. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons vu, la bague, la lettre, la boîte dans les temps, pointe dans des directions différentes. Mais votre déduction implique une intelligence unificatrice. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Une intelligence façonnée par les contraintes des apparences. Par la peur, par l'habitude, par le désir de maintenir ce qui est respectable. Tout cela n'est qu'un masque. Et sous chaque masque se cache une vérité qui attend. » Une ombre passa devant la cheminée, faible et inaperçue de tous, sauf d'elle. Elle la suivit des yeux et vit, dans le léger balancement d'un abat-jour, le reflet de quelqu'un à la fenêtre éloignée, petit, tendu, délibéré. Cela suffit à lui révéler qui avait orchestré les mouvements nocturnes, les placements minutieux, les révélations programmées. « L'important, dit-elle doucement, est de ne pas se précipiter vers l'accusation. Il faut laisser la conscience coupable agir parallèlement à leur art. La vérité émergera lorsqu'ils croiront que personne ne les observe. » Dehors, le vent se leva à nouveau, dispersant les derniers pétales de magnolia dans l'allée et envoyant une légère ondulation à travers l'étang. Un seul pétale reposait sur l'eau, immobile et délicat, rappelant que même l'apparence la plus fragile peut porter le poids des conséquences. Mademoiselle Marple se leva de sa chaise. « Ce soir, nous avons observé et attendu. Demain, le schéma se clarifiera. D'ici là, nous devons être patients, car les coupables agissent toujours d'une manière qui les trahit, si l'on sait quoi observer. » Le recteur s'enfonça dans son fauteuil, épuisé et incertain, tandis que le vicaire tremblait d'anticipation. Même l'inspecteur semblait contraint de s'incliner, sentant l'autorité tranquille dans ses paroles. Miss Marple s'attarda près de la fenêtre, les yeux fixés sur le jardin, consciente que le dernier acte
ne nécessiterait pas de force, mais seulement le dévoilement de ce qui avait longtemps été caché derrière la civilité et la routine. Le jardin était plongé dans le doux silence de l'aube, les pétales de magnolia éparpillés comme de pâles confessions sur le sol humide. Miss Marple marcha légèrement le long du chemin, son châle serré autour d'elle, les sens en alerte, à l'écoute des bruissements discrets de la nuit. Même le vent semblait s'être tu, comme si le village lui-même retenait son souffle. L'étang reflétait un ciel gris argenté, immobile et d'un calme trompeur. Les dernières pièces étaient en place. Il ne restait plus qu'à la nature humaine de compléter le tableau. À l'intérieur du presbytère, le vicaire attendait nerveusement, arpentant le couloir étroit. Le recteur était assis à son bureau, les yeux fixés sur les documents étalés devant lui. Chaque bruit, le tic-tac de l'horloge, le chant lointain d'un oiseau matinal, le léger bruissement des feuilles, semblait amplifié, comme chargé d'anticipation. Mademoiselle Marple entra sans s'annoncer. Sa seule présence semblait apaiser la tension, comme si la pièce reconnaissait l'autorité d'une compréhension silencieuse. « Commençons-nous » demanda-t-elle doucement, d'une voix qui ne trahissait ni reproche ni urgence, mais seulement le poids de l'observation. Il est temps que la vérité, qui a plané comme une ombre, soit enfin révélée. Le recteur leva les yeux, troublé. « Vous pensez que tout sera clair ? » ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Et quand ce sera le cas, vous comprendrez pourquoi les apparences ont été si soigneusement entretenues. Les fleurs, le chapeau, la bague, l'étang, chacun était une note dans une mélodie composée pour tromper et effrayer. Slack arriva peu après, alerte et impatient. Il fronça les sourcils en regardant le presbytère, le jardin, les papiers éparpillés et enfin Mademoiselle Marple. « Très bien, » dit-il. « Si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, je vous écoute. » Mademoiselle Marple fit un geste vers la table. La chaîne des événements ne commence pas par la mort, mais par la peur d'être découvert. Le registre paroissial falsifié, les lettres et la bague ont tous été conçus pour créer une impression de culpabilité chez les autres, en particulier chez le recteur, tout en dissimulant les actions de celui qui les a orchestrées. Elle se tourna vers la fenêtre masquée par un rideau. « Prenez la postière. » Elle avait accès aux informations, connaissait les horaires et comprenait l'importance accordée par le village aux convenances. Elle agissait dans l'ombre, se croyant invisible tout en semant soigneusement les indices qui, selon elle, satisferaient la justice sans dévoiler son jeu. Slack plissa les yeux. « Vous voulez dire qu'elle a tout mis en scène ?» ?»« Exactement, » dit Miss Marple en joignant les mains. Et le chapeau, le manteau près de l'étang, les faux registres de baptême, tout cela n'était que des accessoires. Il donnait l'impression d'une coïncidence, mais chaque détail était délibéré, chaque élément placé de manière calculée pour détourner l'attention. Les mains du recteur tremblaient. « Et M. Denham ?» ?»« Il était un catalyseur, » dit Miss Marple. « Un homme dont la présence et les connaissances menaçaient de révéler le plan minutieux de la postière. Quand elle s'en est rendue compte, elle a agi pour maintenir les apparences, convaincue que personne ne soupçonnerait une personne aussi ordinaire, aussi discrète. » Le vicaire déglutit. Mais le corps sous le magnolia, la bague dans le manteau, tout cela faisait partie du spectacle, dit doucement Mademoiselle Marple. Le corps était celui d'un homme qui s'était accidentellement retrouvé empêtré dans des circonstances qui le dépassaient. La bague, délibérément placée là, avait pour but de détourner les soupçons vers lui, loin du véritable orchestrateur. Slack serra les poings. Donc, tout cela, les lettres, la boîte, les empreintes de pas, avait pour but de rendre tout le monde complice d'une erreur de jugement. Exactement, confirma Mademoiselle Marple. Et ce faisant, elle révéla la nature humaine elle-même. La tendance à se fier aux apparences, l'empressement à croire ce que l'on souhaite croire,
et la difficulté de voir ce qui se cache derrière les apparences. Un léger bruit attira leur attention. Mademoiselle Briggs entra, les mains jointes, la tête baissée. « Oui, dit-elle doucement. C'était moi. J'ai fait ce que je pensais être juste. Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais seulement protéger la paroisse, éviter le déshonneur. » Le recteur expira lentement, soulagé mais incrédule. « Vous avez fait tout cela? Mais pourquoi? Parce que, dit doucement mademoiselle Marple, la peur de ce qui est caché peut être aussi forte que l'acte lui-même. Elle n'a pas agi par malveillance, mais par dévouement, à l'idée de respectabilité. Et c'est là la vérité qui prévaut à St. Mary Mead. Les apparences comptent souvent plus que la réalité. Slack se pinça l'arête du nez. Donc tout ce que nous avons vu, toutes les preuves que nous avons recherchées, n'étaient qu'une leçon de psychologie villageoise. Miss Marple sourit faiblement. Une leçon sur la nature humaine, inspecteur. Une leçon qui devrait tempérer nos jugements et nous rappeler que l'innocence n'est pas toujours évidente, ni la culpabilité toujours apparente. La voix de la postière était tremblante. « Je suis désolé. Je voulais seulement protéger. Je n'aurais jamais imaginé. » « Vous aviez de bonnes intentions, » l'interrompit doucement Miss Marple. « Et pourtant, les actions bien intentionnées ont des conséquences. Il est maintenant de la responsabilité de chacun d'entre nous de les reconnaître. » Dehors, les premiers rayons du matin perçaient les nuages, dispersant la lumière sur la pelouse du presbytère. Les magnolias étaient toujours inclinés, leurs pétales humides de pluie, mais leur beauté restait intacte. Le village allait bientôt se réveiller, reprendre ses habitudes, murmurer sur les événements, mais sans grand changement dans son apparence extérieure. À l'intérieur du presbytère, le poids de la vérité avait été révélé, tranquillement, sans accusation ni dramatisation. Mademoiselle Marple se leva, redressant son châle. Elle regarda les personnes présentes, le recteur, le vicaire, la postière, l'inspecteur, et s'exprima avec une douce fermeté. Désormais, le village pouvait continuer à vivre, sachant que les apparences sont délicates, les secrets persistants, et que parfois, la compréhension ne nécessite que de la patience et de l'observation. La pièce retint son souffle, chaque personne absorbant la résolution différemment. Dehors, le magnolia se balançait légèrement dans une brise légère, rappelant subtilement que le temps et la nature perdurent au-delà des intrigues et des tromperies humaines.